Bonjour Frédéric Montagnon, Bonjour. cofondateur d'Ariani. Bonjour Stéphane Messica, Bonjour. cofondateur de Clérop. On va parler ensemble de souveraineté numérique. On va essayer de l'expliquer aussi et de voir ensemble un peu les enjeux. Frédéric, quelques mots pour présenter Ariani qu'on a déjà reçu sur cette scène de Feu de Camp. Mais voilà, peux-tu nous présenter Ariani? Oui, écoute, on est une entreprise, on a commencé ce projet en 2017. L'idée étant de créer des couches technologiques qui permettent à des marques de créer une relation client directe, donc non intermédiaire, sans passer par des plateformes et sans avoir à collecter trop d'informations personnelles. Donc plus respectueuse de la donnée des clients et dans un contexte où on essaye de maximiser la souveraineté numérique des clients et des marques. Et alors comment on fait? Comment vous faites? Alors comment on fait? Il y a deux façons finalement dans un univers numérique de gérer la data, la donnée. Soit tu la collectes et tu la mets dans une base de données centrale, ou alors tu la distribues et tu la mets dans la main de celui qu'elle concerne. Donc aujourd'hui on est dans un Internet pratiquement de plateformes, dans lesquelles on a tout un tas de plateformes, des GAFA qui sont bâtis autour de ce modèle-là. Nous on pense qu'il y a un autre modèle qui existe, dans lequel chacun reprend le contrôle de ses données. Et ce sont ces technologies qu'on développe pour que les marques s'approprient cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle architecture. Clérop, Stéphane, c'est un outil qui permet à des grandes organisations de garder justement la souveraineté de leurs données. Exactement. Clérop, c'est une plateforme, un outil technologique de plateforme de données qui permet de développer tous les cas d'usage qui sont issus des nouvelles technologies, de big data, d'IA, etc., etc. Donc cette plateforme, elle est complètement souveraine. Et nous, on a une définition dont on a déjà parlé de la souveraineté. Nous, on garantit à tous nos clients que toutes les données qui transiteront par la plateforme ne les mettront pas en infraction par rapport à des lois européennes, mais surtout ne les soumettront pas à des lois extraterritoriales extra-européennes. Donc c'est une souveraineté européenne qu'on a mis en place. Alors justement, la définition de la souveraineté numérique, ça m'intéresse. Alors je pense que c'est large, peut-être l'un et l'autre pas tout à fait de la même, enfin, en tout cas avec les mêmes enjeux. Stéphane, c'est quoi ta définition? Comment expliquer ce qu'est la souveraineté numérique? Pour nous, on a eu beaucoup de débats sur ce sujet. C'est quoi la souveraineté? Est-ce qu'on a la main? Est-ce qu'on est capable de récupérer les données? Plein de choses différentes. Et on a voulu se poser, comme je viens de le dire, sur quelque chose de très légal en disant, OK, la souveraineté, c'est ce qui nous permet de garantir qu'on ne dépend que des règles qu'on a nous-mêmes choisies. Et donc les règles que l'Union européenne a choisies pour nous, on se cadre dans le cadre européen. Et donc on n'est pas éligible à des lois qui viendraient de Chine, des États-Unis, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a voulu se mettre. De ton côté, ta Je suis définition? aligné, je suis très aligné. Ouais. Pour moi, c'est une question de dépendance. À quel point est-ce que dans mon utilisation du numérique, je suis dépendant de plateformes et d'entreprises qui décident les prix, la manière dont l'information est stockée, dans la manière dont elle est traitée. Et est-ce qu'à un moment donné, si je suis plus d'accord avec ces règles-là, est-ce que je peux utiliser ma présence en ligne, mes données ailleurs ou pas? Et la réponse, c'est qu'aujourd'hui, cette souveraineté elle est très très basse. Et ça concerne qui finalement? On parle de qui là? Il y a trois niveaux. Il y a la souveraineté des États, il y a la souveraineté des organisations, des entreprises et la souveraineté des utilisateurs, des individus que nous sommes. Alors ça se conçoit avec des problématiques qui sont très différentes. Parfois même, dans des univers très centralisés, la notion de souveraineté, c'est un curseur qui, quand il est poussé, quand il permet à certains de retrouver de la souveraineté, en prive d'autres. Donc typiquement, aujourd'hui, la souveraineté, elle est du côté des entreprises. Elle est du côté des plateformes qui sont les plateformes de l'Internet. Et du coup, elle prive de souveraineté les utilisateurs et quelque part aussi les États. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. La question, c'est aussi de sortir du fantasme un petit peu parfois. Les gens, par le biais de la souveraineté, viennent nous dire « Ah, on va nous piquer nos données, on va les monétiser. » Moi, évidemment, c'est un sujet, il faut faire attention à ça, mais il y a aussi un sujet de monopole, même financier. Si demain, les prix, alors pour toi, de Facebook et pour moi, de GCP ou d'AWS, étaient multipliés par deux, ou voire même certains dirigeants outre-Atlantique qui décideraient de mettre des taxes sur ces sujets-là, on serait fortement impacté, et beaucoup de nos grandes entreprises s'est fortement impacté. Beaucoup plus que des risques technologiques liés au vol de données. C'est pris au sérieux au sein des organisations, la souveraineté numérique, aujourd'hui, en tout cas en 2023? Moi, il y a 5 ans, j'avais un cabinet de conseil spécialisé Data IA. Quand je parlais de ça, tout le monde s'en fichait un peu. Oui, mais en fait, c'est mieux, AWS c'est plus fort, Amazon c'est plus fort, Microsoft c'est mieux, etc.
Aujourd'hui, ça a changé. Je ne suis pas en train de dire que les habitudes d'achat ont changé. Je suis en train de dire que les états d'esprit ont changé. Covid, guerre en Ukraine, plein de choses, dépendance à la Chine quand on n'avait plus de médicaments ici, etc., etc. Il y a une sorte d'envie de réindustrialisation globale en Europe qui sort de tout ça et qui passe aussi par la réindustrialisation technologique et par la réindustrialisation des sujets techniques. Donc oui, l'état d'esprit a changé. Le passage à l'acte, c'est encore compliqué, mais l'état d'esprit a changé. Tu partages? Alors complètement sur le fait que la ligne a complètement bougé. Il y a 20 ans, les entreprises se sont rendues compte qu'en créant du contenu, grâce au moteur de recherche, elles allaient trouver des nouveaux clients. Il y a 15 ans, elles se sont rendues compte qu'en créant un contenu différent, elles allaient engager des gens au travers de plateformes sociales. Aujourd'hui, il ne faut pas non seulement créer le contenu, mais il faut payer pour qu'il soit visible. Et ce prix, en fait, autant il y a 20 ans, il était quasiment marginal, autant aujourd'hui, parce que les consommateurs sont massivement en ligne et qu'en plus de ça, les prix ont augmenté de manière exponentielle, ça devient un problème. Et ça devient principalement un problème depuis le début du Covid, où on a vu les prix augmenter, de l'acquisition de clients. Alors pour nous, on travaille avec des marques, donc des marques dans la mode, dans le luxe. Le prix d'acquisition d'un client, ou même réacheter un client qui a déjà acheté, a augmenté de 40% en l'espace de 4 ans. Et je confirme, donc toi tu parles de sujets acquisition client, marketing, etc. Même dans les sujets LLM, IA générative, si on laisse la technologie dans un monde qui n'est pas européen, on risque de perdre complètement la connexion avec les prix et les choix qu'on aura avec les prix sur ces nouvelles technos. Et donc il y a beaucoup de cas d'usage. Là c'est la folie, j'imagine qu'il y a plein de gens ici qui en parlent des sujets d'IA générative et de LLM. Nous on en fait. La question c'est qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme moyen pour que l'Europe puisse avoir ces technologies-là à sa disposition. Est-ce que finalement il faut une régulation efficace pour faire avancer les choses? Ça, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Effectivement, on peut essayer de créer des contraintes. Le problème, c'est que le processus et le temps de la régulation fait que les plateformes vont toujours plus vite. Donc, oui, il en faut, évidemment, il faut contraindre. Mais la réalité, c'est qu'il faut, de mon point de vue, surtout changer de paradigme technologique. Parce qu'on ne pourra pas faire la course dans un environnement où, de toute façon, les plateformes vont beaucoup plus vite et qu'elles sont nécessaires. Sur la prise de conscience de ces problèmes de souveraineté, c'est pas la souveraineté en fait que les entreprises aujourd'hui sont en train de pointer du doigt, c'est les conséquences de ce manque de souveraineté, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Mais tant que c'est pas économique, c'est pas visible. Et maintenant que c'est en place, pour arriver à s'en extraire, il faut inventer d'autres manières, d'autres architectures pour pouvoir s'extraire de ces plateformes. Je suis complètement en phase. Il y a le sujet. On pourrait se mettre dans la peau French Tech, se plaindre un peu en disant oh là là les mecs vous devriez acheter French Tech, etc. Mais il y a la contrainte, il y a la conviction, donc ça ok il faut bosser là-dessus mais avec un juste équilibre, mais il y a aussi notre capacité à nous à développer des choses qui sont intéressantes et à développer des choses qui apportent une vraie valeur ajoutée au marché, à développer des choses qui sont différenciantes, à développer des choses qui sont de confiance, et je suis sûr qu'on partage cet état d'esprit, et c'est nous qui devons faire la différence en se donnant les moyens, et la BPI le donne parmi d'autres, l'Europe aussi, en se donnant les moyens vraiment d'investir fortement dans ces technologies-là. Elles sont aujourd'hui les solutions. Parce que c'est ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des solutions, il faut qu'une entreprise qui souhaite retrouver sa souveraineté numérique puisse se dire, au lieu de passer par ces plateformes américaines ou autres, en fait, je vais choisir une solution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans tous ces secteurs-là, ça existe des solutions surtout, pour tout, ou c'est en... Surtout, sûrement pas. Okay. Je pense qu'il faut qu'on choisisse nos combats et montrer là où on est fort. Mais bon, les solutions de Frédéric comme les nôtres, je suis certain, sont complètement comparables à des solutions extraterritoriales européennes, non européennes. Donc il y a des domaines sur lesquels on n'a pas à rougir et sur lesquels des solutions existent et vont continuer d'exister. Alors il y en a où on est très en retard et où on ne rattrapera pas le retard et qu'il faut voir la souveraineté autrement dans des relations bilatérales, dans des contractualisations, dans plein de choses. Mais il y a des domaines sur lesquels on n'a pas à rougir. Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est vraiment pratiquement hardware. Effectivement, où sont les machines ? Et en fonction d'où sont les machines, on est dépendant d'une réglementation et de certaines règles. Puis ensuite, il y a un niveau qui est juste au-dessus, qui est la donnée elle-même. Nous, on pense que la donnée, finalement, si on veut reprendre de la souveraineté sur ces données, il faut créer des technologies et des architectures pour éviter que des plateformes puissent s'imposer en intermédiaire. Donc c'est un changement de paradigme profond.
Et tant qu'on fonctionne autour de systèmes qui sont des systèmes centralisés, un système centralisé, il a besoin d'une base de données. Donc une base de données, c'est du matériel, de l'électricité, c'est un coût. Tant qu'on fonctionne dans ce mode-là, en fait, il y aura toujours une entreprise pour venir payer et pour venir quelque part essayer de créer un mur autour de ces données. Il y a un autre paradigme de technologie, c'est ce qu'on appelle le Web 3, dans lequel on représente la donnée, cette fois-ci, par tout un tas de jetons, d'actifs, de NFT, il y a plein de façons de le nommer, qui permettent aux utilisateurs de reprendre la main dessus et de faire en sorte que justement, elle ne soit plus localisée sur un serveur qui appartient à un tel. Et pour moi, ça, c'est voilà, le couple en fait, du hardware plus de cette manière de représenter la donnée permet de sortir complètement de cette dépendance. Par où on commence finalement quand on veut reprendre alors je sais qu'on s'était parlé un peu en amont, c'est une question difficile, mais par où on commence quand on veut reprendre un peu sa souveraineté numérique quand on est une entreprise c'est quel chantier, face à quel chantier on est et finalement quel est le point d'entrée? Il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a déjà la manière peut-être la plus efficace, c'est de commencer par regarder les risques économiques, les risques technologiques qu'on a et de voir, ok, dans toutes les applications que j'ai, c'est peut-être pas le traitement de mes emails ou c'est peut-être mon traitement comptable ou c'est peut-être mon cœur business qu'il faut que je commence à faire évoluer. Donc j'évalue ça. Et ensuite, il faut tester les solutions européennes. Et il y en a dans plein de domaines qui fonctionnent. Donc je pense qu'il faut essayer d'évaluer là où on a le plus de risques et de faire les premiers changements là-dessus. Alors nous, on vend à des marques qui elles-mêmes vendent à des particuliers, Oui. enfin des consommateurs. Et donc on essaye de se mettre sur des problématiques assez court terme dans lesquelles des technologies nouvelles règlent mieux et plus élégamment les problèmes que ça ne peut être à l'époque. Je donne un exemple, on travaille beaucoup avec les horlogers sur des ventes plutôt haut de gamme. Et un des premiers cas d'application, ça a été la numérisation du certificat de garantie. Et donc au moment où le consommateur va acheter une montre, on lui donne évidemment l'objet physique, bien entendu, et puis on lui transmet un NFT qui va porter la validité, alors qui est une preuve de propriété de la montre, et qui porte la validité de la garantie et tout un tas de contenus, et éventuellement des services qui sont autour de cette montre, comme la possibilité de pouvoir la renvoyer en réparation ou autre. Et à partir de là, eh bien, une fois que tu as créé cette habitude, tu peux développer d'autres services et tu peux développer ta relation client au travers de ce nouveau canal. Mais on essaye de trouver des choses qui font mouche tout de suite plutôt que de dire on va remplacer complètement l'infrastructure de CRM que vous utilisez parce que ça, c'est pas réaliste. Je suis assez d'accord avec ça. Trouvons, en plus de trouver les plus gros risques, trouvons les quick wins qui sont le moins dépendants à un legacy énorme et qui nous coûterait des mois et des mois de développement. Donc trouverons rapidement les quick wins dans lesquels on peut démontrer la valeur des solutions qu'on défend et qui nous permettent de faire les premiers pas vers le changement. Une toute dernière question à tous les deux, quelle est votre vision à 10 ans par exemple sur le sujet? Moi, alors, je ne sais pas si c'est 10 ans, mais moi j'ai un rêve là-dessus. Le rêve, c'est que je serai heureux quand il y aura des entreprises américaines qui choisiront des solutions européennes pour les valeurs qu'elles défendent, les technologies qu'elles défendent, la confiance qu'elles mettent en œuvre, etc. Donc moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à retourner la situation en se disant, OK, on défend un mode de gestion de données, alors peut-être plus lent, plus tout ce qu'on veut, le RGPD, tout ça, qui est un mode basé sur la confiance. Ce mode-là, si on arrive à le vendre ailleurs qu'en Europe, là, on aura gagné quelque chose. Même question pour conclure. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui en Europe, il y a tout un étage de réglementation qui sont déjà en place, autour de RGPD par exemple, mais qui continuent à arriver, qui contraignent les entreprises pour les rendre plus durables, pour les rendre plus indépendantes. Ça, c'est une préoccupation qui est très européenne et qui va avoir de l'utilité partout. Donc effectivement, je pense ma vision, c'est qu'en Europe, on est en train de développer un écosystème d'entreprises qui permettent cette transformation pour les entreprises, sur lequel les autres zones ne sont pas en train de travailler aujourd'hui. Et je pense qu'on peut créer un leadership autour de cet état. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphane, merci Frédéric d'être venu dans notre feu de camp. On va maintenant parler de l'espace de travail de demain.